Bonjour à toutes et à tous. On les appelle les émeutes contre la vie chère. Elles se sont propagées à travers une bonne partie de l'Afrique, mais aussi au Pakistan, aux Philippines et en Bolivie. En apparence, le constat est simple. Les matières premières alimentaires sont produites en quantité suffisante, mais pas par rapport à une demande qui, elle, est en augmentation. Les stocks de céréales, par exemple, sont les plus bas depuis 25 ans. À cela, il faut ajouter évidemment la hausse des prix du pétrole qui renchérissent l'importation et l'exportation des denrées alimentaires de base. Et cette fois, la crise ne semble pas être temporaire, mais structurelle. Et c'est ce que nous allons voir avec Tamara Kumar, qui est porte-parole à Paris du Programme alimentaire mondial. Merci d'être avec nous. La première question, elle est toute simple. Les causes de cette raréfaction des denrées alimentaires de base, quelles sont-elles ? Alors, vous en aviez évoqué quelques-unes juste à l'instant. Essentiellement, les facteurs qui contribuent à la hausse des prix de l'alimentation sont au nombre de 4. Notamment la hausse du prix du pétrole, qui se répercute sur toute la chaîne de production alimentaire, c'est-à-dire que ce soit des engrais au mécanisme de récolte, au stockage, etc., à la livraison, bien sûr. Il y a aussi des phénomènes conjoncturels, comme de très très mauvaises récoltes qui sont attribuables à des phénomènes climatiques, notamment des sécheresses en Afrique australe, par exemple, ou encore en Australie. Ce sont des régions qui traditionnellement produisent énormément de céréales. Il y a aussi le boom économique dans les pays tels que la Chine ou l'Inde qui consomment beaucoup plus de viande et de lait. Et donc pour produire de la viande et du lait, il faut bien évidemment beaucoup de fourrage. Alors ça, c'est ce qu'on n'avait peut-être pas anticipé. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il allait avoir un boom dans la consommation, mais pas de cette nature-là. Par exemple, vous parlez de la viande, ça n'avait peut-être pas été identifié comme susceptible de subir un boom pareil. Peut-être parce qu'en fin de compte, c'est effectivement une demande indirecte, en fait, donc en céréales. Mais le dernier facteur qui est quand même important à souligner, c'est l'essor des biocarburants, en fait, qui maintenant font quand même partie de nombreuses politiques énergétiques de bien des pays. Et ça crée une compétition entre les cultures qui sont destinées à la production de nourriture et les cultures qui sont destinées à la production d'énergie. Donc essentiellement, voilà les causes de l'augmentation du prix des denrées alimentaires. Alors là, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, si vous me permettez l'expression, parce que le développement des biocarburants, c'est pour essayer d'échapper à l'emprise du pétrole, et en même temps, on se rend compte que cette culture des biocarburants se fait au détriment de la culture vivrière ou enfin à but alimentaire. Alors comment sortir de ce cercle vicieux ? Alors pour l'instant, tel que les biocarburants sont produits maintenant, c'est vrai qu'il y a une compétition qui existe, mais il y a sans doute moyen à terme de pouvoir éliminer cette compétition entre la production d'énergie et la production d'alimentation, ne serait-ce qu'en choisissant des denrées non propres à la consommation pour la production de bioéthanol. Car il y a bien des cultures qui en fait peuvent être transformées en énergie, qui ne sont pas des denrées de consommation humaine. Mais vous ne pensez pas que justement, je pensais à un pays comme le Sénégal qui a fait un fort choix en fonction des agrocarburants et au détriment, on se le rend compte parfois, d'une autosuffisance alimentaire. Là, il y a quelque chose de directement politique qui est dommageable. On pourrait prendre d'autres exemples que le Sénégal, mais qui est directement dommageable à l'autosuffisance alimentaire des populations. Mais effectivement, après le choix des politiques énergétiques des pays, le PAM n'est pas bien placé pour commenter là-dessus, mais effectivement, il faut bien sûr faire attention à l'équilibre entre l'autosuffisance en énergie et l'autosuffisance en alimentation, bien évidemment. Mais ce qui est aussi important à noter pour l'instant, c'est la réorientation que prônent donc les grandes instances internationales comme la Banque mondiale ou encore le Fonds monétaire international, qui ont appelé vraiment à un recentrage sur le développement agricole rural, en particulier dans les pays en développement. On l'a vu avec l'appel du président de la Banque mondiale, Robert Zoellick, et ainsi que Dominique Strauss-Kahn au FMI, parce que la hausse des prix de l'alimentation est en fin de compte une opportunité pour les pays les moins avancés ou les pays en développement de justement bénéficier de ces cours forts
fort au niveau international pour justement stimuler leur production agricole. Malheureusement, les effets de ces politiques-là, les bénéfices de ces politiques-là se verront à long terme, moyen à long terme. Donc dans l'immédiat, nous faisons face tout de même à des besoins humanitaires urgent, absolument urgent, parce qu'avec cette hausse des prix de l'alimentation, de plus en plus de personnes sont vraiment poussées dans le gouffre de la faim et de la pauvreté, parce que les denrées sont souvent disponibles sur les marchés, mais elles sont tout simplement trop chères pour que les gens puissent se la procurer. Donc justement, c'est un problème auquel nous faisons face au programme alimentaire mondial, à cause de la hausse des prix de l'alimentation qui a été vraiment vertigineuse sur les derniers quelques mois. Nous avons dû revoir notre budget opérationnel à la hausse. Au départ, il avait été prévu à 2,9 milliards de dollars pour l'année 2008. Ça serait pour nourrir 73 millions de personnes dans 78 pays. On a dû le revoir à la hausse pour atteindre une somme de 3,4 milliards de dollars, ce qui nous laisse un manque à pallier de 500 millions. Est-ce que, alors, dans le cadre, le contexte que vous décrivez, il y a une tentation qui peut être facile, qui est de dire il faudrait finalement développer les OGM, on a peut-être là la solution au problème. Est-ce que sur cette question, le programme alimentaire mondial que vous représentez ici à Paris a une position ferme et claire? Eh bien, non, parce que comme tout le monde, je pense qu'on est tout à fait partagé sur la question, parce que bien évidemment, il y a beaucoup de réticence par rapport à l'utilisation des OGM, partout dans le monde, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça présente une certaine opportunité. Mais là, en l'occurrence, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne fait pas forcément face à une pénurie. Les denrées sont disponibles. C'est vraiment une crise au niveau du pouvoir d'achat des populations qui touche plus particulièrement les pays les plus vulnérables. Donc, la question est peut-être moins de savoir s'il faudrait développer les OGM ou que de savoir comment rendre accessible exactement. Les denrées aux populations qui en ont le plus besoin. Merci Madame Comer d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Cette crise alimentaire, vous savez qu'on en parle souvent sur France 24, en français, en anglais, en arabe, de 14h à 18h en temps universel. Merci infiniment de votre attention et bonne continuation.